Et bienvenue à ce nouveau numéro d'Entretien. Entretien aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, nous sommes à Kinshasa, bien évidemment, dans le cadre toujours de tournage pour vous servir, vous informer en temps réel, mesdames et messieurs. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau une personnalité pas de moindre. Pas de moindre car elle a été candidate aux élections ou à l'élection présidentielle de 2018. C'est une figure emblématique de la scène politique congolaise qui n'est pas à vous présenter, car toute la population de la République démocratique du Congo reconnaît cette figure. En l'occurrence, Dr Noël Tchani Mwadianvita, que nous recevons, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau, mesdames et messieurs, avec tous les honneurs possibles. Excellence, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir sur votre plateau. Docteur Tchani Mwadianvita, c'est comme ça que vous vous appelez. Nous sommes très contents de vous recevoir sur ce plateau. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Alors, comment pouvez-vous vous présenter devant le grand public du Grand Katanga qui vous suit en ce net moment? Qui est Docteur Tchani Mwadianvita? On m'appelle Docteur Noël Tchani Mwadianvita. J'étais né en Nganajika. Nganajika, d'ailleurs, je vais rappeler aux gens, qui se trouve aujourd'hui dans la province donc, de Lomami. Oui. Je lisais l'histoire tout récemment. Et je découvre que la province de Lomami ou Nganajika fait partie du Grand Katanga. Il y a eu ces histoires de subdivision administrative qui avaient à un moment donné mis Nganajika dans le Kasaï oriental. Mais quand j'ai lu l'histoire, il me semble que le Haut-Katanga et le Haut-Lomami et Lomami, ça faisait partie donc du Grand Katanga. Ça fait partie de l'histoire. Okay. Donc j'étais né là-bas. J'ai fait l'école primaire et secondaire là-bas. Après avoir terminé l'école secondaire, j'avais obtenu donc le meilleur pourcentage de mon centre des examens d'État, mais également du Grand Kasaï à l'époque. Oui. En obtenant le diplôme d'État, je suis venu à Kinshasa pour chercher à entrer à l'université. Et il s'est fait que le gouvernement du Zaïre à l'époque m'a donné une bourse d'études pour aller étudier à l'étranger. J'ai étudié à l'université de Liège en Belgique jusqu'à obtenir ma maîtrise en sciences économiques. Après Liège, je suis allé à l'université de Grenoble en France, où j'ai obtenu le diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion financière et fiscalité. Après Grenoble, je suis allé à Paris, à l'Institut supérieur de gestion, où j'ai obtenu le diplôme en finance internationale. À l'Institut supérieur de gestion à Paris, j'ai pu rencontrer là-bas un autre étudiant congolais, Martin Fayoulou. Ok. Après avoir terminé à l'Institut supérieur de gestion à Paris, je suis allé aux États-Unis. J'ai obtenu à New York, dans le Wall Street, à Adelphi University, le diplôme appelé Masters of Business Administration, MBA, en banque et marché financier. Après avoir terminé, je suis retourné à Paris pour faire mon doctorat en sciences économiques avec spécialisation en banque et finance à l'université de Paris 9 Dauphine, en France. J'ai obtenu ce diplôme avec mention très honorable et les félicitations du jury. Et après, je suis retourné aux États-Unis encore. Ça, c'est sur le plan des études. Vous avez fait Harvard University? J'ai fait Harvard University, oui. Après avoir terminé les études, j'ai travaillé d'abord dans le Wall Street à New York pour 3 banques américaines. Mais les 2 plus grandes banques parmi les 3, c'est Citibank. Mais également, j'ai travaillé pour la JP Morgan Chase, qui est la plus grande banque dans le monde aujourd'hui. Okay. J'étais là-bas jusqu'au niveau de vice-président. Je couvrais les pays d'Amérique latine, des Caraïbes. Et j'ai passé 30 ans à la Banque mondiale à Washington. Je suis sorti avec le grade de directeur résident de la Banque mondiale, couvrant plusieurs pays en Afrique, mais également en Asie. Donc voilà ce que je fais sur le plan éducationnel, mais également sur le plan professionnel. Mais pendant cette période-là, j'ai été appelé par Mzee Laurent Désiré Kabila, quand il est devenu président de la République, pour venir aider mon pays en 1997.
j'ai fait partie du groupe qui avait géré la conception et le lancement du franc congolais. J'étais la personne qui avait convaincu le président de la République à ne pas mettre son effigie sur les billets des banques. C'est comme ça que nous avons le franc congolais aujourd'hui, qui n'a pas les photos du président sur les billets. Ah bon? Et en plus de cela, j'étais la personne qui avait convaincu le chef de l'État, Mzee Laurent Désiré Kabila, à sortir du conseil d'administration de la Banque centrale tous les membres du gouvernement. Parce qu'à l'époque, on avait un conseil d'administration composé de 12 membres du gouvernement. Je l'avais convaincu que pour des raisons d'indépendance de la Banque centrale, il fallait sortir ces membres-là. Donc voilà, même si je n'ai pas vécu au Congo pendant longtemps, si je n'ai pas travaillé au Congo, je considère que ces deux éléments constituent ma grande contribution à la République démocratique du Congo, qui avait investi de l'argent pour me faire étudier à l'étranger. Vous avez suivi le parcours, une présentation magistrale de notre invité aujourd'hui, candidat à l'élection présidentielle de 2018, Dr Noël Tchani Mwadianvita, qui est notre invité aujourd'hui que je reçois sur ce plateau. Docteur Noël Tchani Mwadianvita, nous sommes pendant la période des consultations initiées par le Premier ministre, récemment nommé par le chef de l'État, président de la République. Vous avez été hier reçu par le Premier ministre, où vous faisiez partie de deux groupes, Vision 2023, groupe des personnalités, bien évidemment, de la République démocratique du Congo. Alors, quelle est votre lecture aujourd'hui par rapport à l'Union sacrée pour la nation? J'ai une très bonne lecture de l'Union sacrée de la nation, étant donné que depuis l'alternance au sommet de l'État intervenue en janvier 2019 jusqu'à ce jour, le pays était géré par une coalition du Front commun pour le Congo de l'ancien président Kabila et du CACH que dirigeait le président Tshisekedi. Il s'est fait que dans cette coalition, la gestion du pays était impossible, étant donné que le président Tshisekedi n'avait pas de mains libres pour prendre les décisions qui se devaient pour redresser le pays. Oui. Chaque fois qu'il y a une décision qui devait être prise, le président Tshisekedi devait courir à Kingakati, demander à son copain là, Kabila, de pouvoir lui permettre de prendre telle ou telle décision, et ça ne marchait pas. Et déjà, ce modèle de gestion du pays, basé sur la coalition FCC-CACH, excluait la grande majorité de la population, parce que, rendez-vous compte, la coalition FCC-CACH ne représente qu'une petite portion de la population qui avait voté pour le CACH ou qui avait voté pour les gens au niveau du Parlement pour le FCC. La grande portion de la population était exclue. Nous avons fait le constat qu'on ne peut pas réussir dans un pays en s'appuyant sur une petite portion au pouvoir et en excluant la grande majorité de la population. C'est ainsi que le président Félix-Antoine Tshisekedi, après avoir fait des consultations avec toutes les couches vives de la nation, a décidé de créer l'Union sacrée de la nation. Le principe de l'Union sacrée de la nation, c'est d'ouvrir les bras pour que tout le monde entre dans cette équipe nationale, pour que nous puissions gérer le pays ensemble, avec la participation de tous, que personne ne soit exclu. Et moi qui suis spécialiste du développement, je voudrais vous dire qu'aucun pays ne réussit quand on utilise l'exclusion. Pour qu'il y ait réussite dans le domaine du développement, il faut qu'il y ait la participation de tous, l'implication de tous. C'est ce qu'on essaie de réaliser avec l'Union sacrée de la nation. Maintenant, en ouvrant les portes pour recevoir tout le monde, on reçoit les bons et les mauvais. On reçoit ceux qui ont géré avant et qui ont échoué, et on reçoit ceux qui n'ont jamais géré et qui veulent venir avec d'autres expériences, d'autres visions de développement du pays. On met tout le monde ensemble. Bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro d'entretien. Comme je vous avais déjà promis, mesdames, messieurs, que nous allons rencontrer le ministre national de la Santé, Dr Eteni Longondo. Nous sommes à Kinshasa, dans la capitale, comme je vous l'avais promis, chose promise, chose due. Nous sommes avec le ministre national de la Santé sur ce plateau, avec qui nous allons nous entretenir sur différentes questions tournant autour de la santé publique en République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs,
Aujourd'hui, c'est un immense honneur, Excellence, de vous recevoir sur ce plateau dans le cadre de cette émission Entretien. Mais la philosophie, il a toujours exigé à ce que l'invité fasse sa propre présentation, tout en retraçant les grandes étapes de tout son parcours. Quel est votre cursus? Je suis Étienne Longondo, j'ai fait ma médecine ici à Kinshasa, à l'université de Kinshasa. J'étais médecin généraliste, et puis je suis allé, après avoir passé quelques années ici, oui, comme à Mamayemo, et puis aussi comme médecin de l'équipe nationale de Léopard. J'ai obtenu une bourse pour aller, non, pas une bourse, mais je suis allé au Swaziland travailler dans une polyclinique. Et après le Swaziland, j'ai obtenu une bourse pour aller continuer mes études aux États-Unis. Et dès lors, j'ai terminé mes études post-médicales. Après, il y a eu la politique ici au Congo, n'est-ce pas? Oui. Vous savez, je suis fils de ce pays. Et quand je venais ici, je remarquais qu'il y avait des gens qui... le pays ne marchait pas du tout. Ok. Donc après, je me suis lancé aussi dans la politique avec le feu Etienne Tshisekedi, qui est mon mentor d'ailleurs, et qui m'a vraiment encadré dans la politique et qui m'a aussi nommé comme secrétaire général adjoint de l'UDPS, Oui. chargé de finances à l'époque. Et j'étais reconduit quand le président Félix Tshisekedi était devenu le président de l'UDPS après la mort de Papa Etienne Tshisekedi. Oui. Et après, quand l'UDPS a pris le pouvoir, quand le président de la République actuel avait pris le pouvoir, il a jugé bon que je travaille avec lui pour mettre en pratique sa vision dans le secteur de santé. Et aujourd'hui, je suis un ministre de la Santé. Et vous savez, comme le gouvernement est démissionnaire, donc je peux dire que je suis le ministre sortant de la Santé. Quelle est la santé de la République démocratique du Congo par rapport à la pandémie de coronavirus? Donc la situation générale. Et, vous savez, cette maladie nous a été importée l'année passée, exactement le 10 mars 2020, oui, je crois. Et dès lors, nous avions connu la première phase, n'est-ce pas, la première phase qu'on avait d'ailleurs bien maîtrisée, parce qu'on avait pris des mesures importantes pour sauver les vies des Congolais. Donc, quand on a connu la première phase, avec les experts que nous avons ici au pays, nous nous sommes dit, voilà, on va étudier, n'est-ce pas, la dynamique de cette pandémie. Et à l'époque, on avait suggéré des confinements, la fermeture des frontières, la fermeture du commerce, donc toute activité qui permettait aux Congolais de se rassembler, je crois qu'on les avait supprimées pour évidemment casser le cycle de circulation de ces virus. oui. Et c'est pourquoi, quelques mois après, on a pratiquement maîtrisé cette pandémie. Il n'y avait plus de cas ici à Kinshasa. En tout cas, pendant quelques mois, nous avons connu des jours où nous avions 0 cas à Kinshasa, 1, 2 cas. Oui. Et après, nous nous sommes dit, voilà, comme nous maîtrisons la première phase, nous sommes revenus au chef de l'État pour lui dire, voilà, il faudrait maintenant qu'on puisse lever quelques mesures qui asphyxiaient déjà l'économie dans notre pays. Alors, c'est ainsi qu'on a, le président a ouvert, n'est-ce pas, les frontières, et puis aussi les activités économiques avaient repris. Et malheureusement, la population n'a pas suivi parce que on disait toujours à la population que voilà, même si on lève certaines mesures pour permettre à ce que la vie
économique du pays reprenne. Mais il faudrait que la population puisse continuer à respecter les gestes barrières. Et malheureusement, la population n'a pas fait cela, n'a pas suivi les recommandations qu'on lui avait faites à l'époque. Et c'est ainsi que le virus a recommencé à circuler, n'est-ce pas? Et puis quand on a ouvert les frontières, les étrangers ou les Congolais qui vivaient à l'étranger, et dans des pays qui connaissaient déjà la deuxième vague, ces Congolais-là commençaient à rentrer. Et il y avait aussi des voyageurs étrangers qui commençaient à revenir ici au pays, à venir au pays. Et ils venaient parfois avec ces virus-là. Tout à fait. Oui, oui. Alors maintenant, par concours de circonstances, c'est-à-dire le fait que le virus commençait déjà à circuler ici, parce que les Congolais ne voulaient pas respecter les gestes barrières, et aussi le fait que nous avons ouvert les frontières et les voyageurs revenaient au Congo, et certains d'eux étaient malades et ils venaient propager la maladie ici. Donc ces deux situations-là ont fait qu'aujourd'hui on puisse connaître la deuxième vague. C'est une deuxième vague qui était virulente, n'est-ce pas? Beaucoup plus virulente que la première. Et c'est ce qui a fait qu'à un moment donné ici, même si les gens ne le savent pas, nos hôpitaux étaient inondés de malades Covid-19. Et petit à petit... Nos hôpitaux, donc là, cette fois-là, ce n'est pas en quarantaine comme... Non, c'était des gens qui développaient la maladie. Ces gens-là développaient déjà la maladie et étaient admis dans nos hôpitaux. Dans tous nos hôpitaux ici qui traitent la Covid-19, oui, il y a toujours un pavillon qui est réservé pour l'hospitalisation de gens qui souffrent de cette maladie. Parce que la transmission est tellement rapide par rapport à cette maladie qu'on ne peut pas le mettre aux côtés des autres. Voilà. Donc, voilà. Mais heureusement que maintenant, n'est-ce pas, avec les mesures qu'on a prises, n'est-ce pas, que le chef de l'État avait promulgué, c'est-à-dire le couvre-feu et aussi l'arrêt des écoles, des universités. Et c'est ce qui a fait que le taux de transmission a commencé à baisser. Le taux de transmission a commencé à baisser parce que nous sommes partis, je peux vous dire, monsieur le journaliste, de 300 à 400 malades par jour, et maintenant nous avons une moyenne de 100 malades par jour. N'est-ce pas? Comme ce taux a baissé, nous nous sommes dit, voilà, on rentre chez le chef de l'État pour lui dire, voilà, nous commençons petit à petit à maîtriser la maladie, et maintenant on peut ouvrir les écoles. Mais comme le virus continue à circuler, on ne peut pas lever toutes les mesures. Donc c'est ainsi que on a laissé le couvre-feu qui va continuer et jusqu'à ce que nous puissions arriver à d'autres méthodes qui sont beaucoup plus efficaces aussi. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui, parce que j'en ai entendu parler, que le couvre-feu ne fait absolument rien. Le couvre-feu a permis, n'est-ce pas, c'est parmi les mesures qui ont permis la baisse de taux de contamination. Bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro d'entretien. Entretien toujours dans le cadre des consultations initiées par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, qui nous sommes ici à Kinshasa. Nous allons nous entretenir avec l'honorable député national Bernard Kayumba. Il est président national de PANECO. Avec lui, nous allons devoir nous entretenir sur différentes questions d'actualité, bien évidemment. Bernard Kayumba, bonsoir. Bonsoir. Bernard Kayumba, vous êtes président national de PANECO. Alors, ça ne suffit pas pour les téléspectateurs, les louchoises et les chats qui vont suivre en ce net moment. Il a toujours été difficile pour un journaliste de présenter son invité, car cette personne peut avoir plusieurs d'autres casquettes. Comment pouvez-vous vous présenter?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bernard Kayumba, c'est un Katangé, louchois. Bernard Kayumba a fait ses études primaires à l'épée Chamilemba. Et donc, après l'épée Chamilemba, nous sommes allés à l'Institut Njanja. Après l'Institut Njanja, nous sommes venus à Kinshasa. À Kinshasa, décrocher le diplôme d'État en mathématiques et physique en 2000 plutôt. À l'issue de nos études humanitaires, nous sommes rendus à l'École nationale de finances, où j'ai été formé comme vérificateur polyvalent des impôts. Et donc, à l'issue également de mes études à l'École nationale de finances, j'ai été engagé à la Direction générale des impôts comme vérificateur polyvalent des impôts. Et donc, 2 ans plus tard, après plusieurs démarches pour aller effectuer mes études à l'étranger, j'ai eu l'occasion d'obtenir une bourse d'études pour l'Université d'Arkansas, où j'ai eu une bourse d'études. Donc, je suis allé aux États-Unis pendant 6 ans pour parfaire mes études académiques en finance et management à l'Université d'Arkansas aux États-Unis d'Amérique. Et donc, aujourd'hui, Bernard Kayumba s'appelle self-made parce que, rentré au pays en 2011, après plusieurs parcours chez Vodacom Congo, chez African Bank, chez Advance Bank Congo, chez DHL Telecom, aujourd'hui élu député national dans la ville province de Kinshasa. Et donc c'est un des rares Katangais à se faire élire député national et qui n'a jamais occupé une fonction politique. Comment ça s'est passé qu'un Katangais, que vous êtes jeune, trop jeune que vous êtes, vous soyez élu ici à Kinshasa, une province qui n'est pas loin de votre province natale, le Katanga? Monsieur le journaliste, merci beaucoup pour la question. Je pense que Bernard Kayumba a su cultiver le savoir vivre ensemble. Vous savez, la République démocratique du Congo est un grand pays. Et nous pensons que partout où vous vous trouvez, si vous avez l'humanisme en vous, vous avez le savoir vivre ensemble. C'est ce qui vaut pour l'électorat dans n'importe quel coin de la République. Et donc, le PANECO, le Parti du Nouvel Élan du Congo, qui est notre parti politique, que nous avons créé pour l'ensemble de la jeunesse congolaise. Et donc, c'est réellement un cadre idéal pour cette jeunesse-là, pour que, dès lors qu'un jeune voudrait bien accéder à des fonctions politiques, le PANECO est là, parce que c'est un nouvel élan où les jeunes se sentent intégrés à la gestion de la chose publique. Voilà un peu notre leitmotiv pour que nous amenions les jeunes à des fonctions politiques sans qu'il y ait conditions. Et donc, c'est pourquoi je lance un appel pathétique à tous les jeunes de la République démocratique du Congo, et particulièrement les jeunes katangais. Le PANECO, c'est votre parti politique et c'est important. Nous avons connu des générations. Aujourd'hui, c'est la génération de Bernard Kayumba avec le PANECO, le nouvel élan du Congo, où nous demandons à l'ensemble de tous les jeunes du Katanga, du Grand Katanga, de venir adhérer massivement à ces grands partis politiques qui vont faire de sorte que nous nous fassions respecter dans ce pays. Vous savez, nous avons un mandat national et donc j'ai l'obligation, le devoir de défendre la population congolaise dans toutes les provinces. Parce que, ayant un mandat national, bien sûr que je suis élu de Kinshasa-Lukunga, je ne me limite pas seulement à Kinshasa-Lukunga, d'autant plus que je suis non seulement député national, mais président d'un parti politique qui a une vocation nationale. Et donc, raison pour laquelle Bernard Kayumba n'est pas seulement connu à Kinshasa, mais à travers la République, dans la vision des changements de la mentalité, dans la vision du bien vivre collectif. Et donc, nous voulons que le social du peuple congolais soit amélioré. Et nous pensons qu'avec l'avènement d'un jeune Premier ministre, l'avènement d'un jeune Premier ministre katangais, nous pensons que le Katangais va devoir cette fois-ci montrer de quoi cette province est capable. Vous savez, beaucoup ont toujours, surtout à Kinshasa, ont toujours parlé un peu du mal du Katanga. Mais nous pensons qu'avec des jeunes qui vont accompagner la vision du chef de l'État, la vision du gouvernement central, dirigé par son Excellence Jean-Michel Sama-Lukonde, il va falloir que les uns et les autres les soutiennent. Parce que sans le soutien de la population, il nous sera difficile, de faire des actions sur le terrain. Et donc, il est important que la population sache accompagner les actions gouvernementales, sans lesquelles le bien-être social de la population dont nous voulons ne sera pas possible.
Quand vous parlez du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, qui était d'ailleurs notre invité de cette émission sur ce plateau, 4 jours avant qu'il soit nommé Premier ministre, alors dès sa nomination, il a pris la parole pour dire qu'il va beaucoup plus travailler avec les jeunes. Vous, en tant que jeune, qu'est-ce que ça vous fait entendre ce genre de déclarations? Vous avons vu entrer chez le Premier ministre. Qu'est-ce que vous vous étiez dit? Là, nous sommes en train de nous battre pour que nous soutenions les actions gouvernementales. Et donc, partout où la République aura besoin de nous, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. N'oubliez pas que nous sommes l'un des rares Congolais en politique qui avions quand même poursuivi nos études aux États-Unis d'Amérique. Et donc, ce n'est pas une fierté, mais c'est un privilège que nous avons eu à avoir pour que la République démocratique du Congo ait un développement durable. Nous ne sommes pas comme ces Congolais-là qui sont allés aux États-Unis et qui y sont restés. Après avoir décroché 2 diplômes en finance management aux États-Unis, nous sommes dit que le pays avait besoin de notre expérience, expertise, notre savoir-faire. Oui. Et donc, nous pensons que le Premier ministre Sama Lukonde aura besoin de gens comme Bernard Kayumba pour accompagner sa vision, pour exécuter sa vision, parce qu'il sera jugé du travail qui sera effectué sur le terrain. Et la population attend de lui des résultats concrets pour relever les niveaux sociaux de la population, la création d'emplois, l'assouplissement ou la flexibilité du climat d'affaires. C'est cela que nous voulons. Nous voulons que le budget national de notre pays soit accru, s'accentue. Ce n'est pas impossible. Ici, aujourd'hui, nous avons des hommes politiques qui ont la bonne foi. Je parle de la bonne foi parce que bon nombre de politiciens dans notre pays, ils ont la mauvaise foi de toujours mettre le bâton dans la roue lorsqu'ils tournent pour le développement de ce grand pays. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux parce que, avec la vision de l'Union sacrée, nous pensons que tout Congolais devra se retrouver pour la survie de soi-même et la survie même des institutions de l'État. Aujourd'hui, nous avons autant d'institutions. On vient d'élire le président du Sénat, on vient d'élire le président de l'Assemblée nationale, l'institution président de la République existe déjà. Nous pensons que les 3 institutions vont travailler en collaboration pour développer ce pays et mettre le pays sur le rail pour des générations futures. Vous savez, notre pays a toujours été convoité par les amis d'outre-mer pour déranger la quiétude. Nous avons des élections présidentielles au Congo-Brazzaville. On ne voit aucun pays occidental s'interroger sur le mandat de Sassou Nguesso. C'est seulement ici chez nous. Et nous pensons que, en tant que politique, le pays vient du gouffre. Et il est important que le président Félix Antoine Tshisekedi remette le pays sur les rails. Il lui faut du temps. Mais pour ceux-là qui se précipitent pour les élections dans notre pays, monsieur le journaliste, vous pensez qu'il est important qu'un changement s'opère dans ce pays et aussitôt effectuer le changement et le monsieur s'en va comme ça? Moi, je pense qu'il est important que nous calmions nos esprits et que le pays rentre sur les rails. Parce que c'est quoi le problème? Il faut que nous ayons une police capable de protéger sa population. Une police qui est capable de travailler 24 heures sur 24. Pourquoi pas dans notre pays? Je me pose beaucoup de questions. Pourquoi les grandes villes que nous avons sont malpropres? L'insalubrité est constatée partout. Je pense que c'est un problème d'homme. Et s'il y a une pression de la part de la population, nous aurons également des villes propres. Et c'est le pays qui va gagner. Moi, je trouve ça normal que nous ayons un pays qui a quasiment plus de 90 millions d'habitants et 4 ans plus tard, que nous n'ayons pas de permis de conduire. Si nous voulons bien la maximisation des recettes de l'État, est-ce que le permis de conduire ne vont pas nous ramener beaucoup de recettes? Oui. C'est depuis 2017 que le VPM, l'ancien vice-ministre de Transport, José Makila, avait signé un arrêté donc stoppant la livraison ou la vente des permis de conduire. Et donc c'est depuis 2017 que le pays où tous les expatriés qui viennent dans notre pays ne sont pas en mesure
de se procurer un permis de conduire. C'est un grand manque à gagner pour notre pays et nous pensons qu'avec l'avènement du gouvernement Jean-Michel Sama-Lukonde, toutes les choses qui ont été bloquées dans le passé pourront bien évidemment être sur les rails pour la bonne maximisation des recettes de l'État. Bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro d'Entretien. Entretien, comme on vous l'avait déjà promis dans l'annonce, que nous allons devoir recevoir le directeur général de l'Office de voiries et drainage à Kinshasa, où nous nous retrouvons en ce moment, M. Victor Toumba Tchikela, que nous allons recevoir sur ce plateau aujourd'hui à partir de son cabinet de travail à Kinshasa. Avec lui, nous allons nous entretenir sur différentes questions tournant autour de l'Office de voiries et drainage en République démocratique du Congo. Depuis le projet 100 jours jusqu'à aujourd'hui, le projet Tchile Gelou, qui vient d'être lancé hier par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Qui est Victor Toumba Tchikela? Quel est votre cursus? Merci beaucoup pour la question. Ce que je peux dire, comme vous venez de le signaler, je m'appelle M. Victor Toumba Tchikela. Je suis de formation ingénieur civil de construction, marié, père de 5 enfants. Et mon cursus, c'est que bon, j'ai étudié né à Likasi. J'ai étudié au collège Toutazami, qu'on appelle Toutazami, mais à l'époque ça s'appelait le collège du Sacré-Cœur, où j'ai accroché mon certificat de l'école primaire. Oui. Et mon père étant un fonctionnaire, se retrouvant à Lubumbashi, j'ai terminé mes études secondaires au collège Saint-Boniface de Lubumbashi, en option maths physique. Kitumaini maintenant. Oui. Et je me suis retrouvé. Ma première année, c'était à la faculté polytechnique de Lubumbashi, où j'ai fait la prépodictique, et puis je suis venu à Kinshasa pour continuer mes études universitaires, parce que je voulais faire l'électricité qui était à Kinshasa. Mais quand je suis arrivé ici à Kinshasa, j'ai changé et je me suis retrouvé constructeur. Voilà mon parcours. J'ai évolué plus au ministère des Travaux publics et plus particulièrement au bureau technique de contrôle. Parce que quand j'ai terminé, j'étais chez les privés pendant 2 ans. Et puis je suis allé au bureau technique de contrôle où j'ai fait pratiquement toute ma carrière. D'ingénieur simple, je suis parti de là comme directeur technique du BTC, le numéro 2 du BTC, et j'étais membre du comité de direction. Et je me suis retrouvé aussi coordonnateur du programme sino-congolais. C'est nous qui avons négocié à l'époque le programme sino-congolais. Et de coordonnateur du programme sino-congolais, je me suis retrouvé comme DG de l'OVD, comme ADG d'abord de l'OVD. Et quand il y a eu la transformation, je suis devenu DG. J'étais là en 2008 et en 2012. Mais voilà revenu. Depuis le mois de juin, je suis directeur général de l'OVD. Monsieur le directeur général, vous êtes là à la tête de l'OVD depuis le mois de juin. D'ici juin, vous aurez une année à la tête de l'OVD. Quel est votre bilan le bilan à votre actif? Ce qu'il faut retenir, c'est ceci. L'OVD travaille selon la vision du chef de l'État et la politique du gouvernement. Donc, les orientations que nous sommes en train de recevoir, c'est à travers. Donc, c'est un acteur important qui accompagne le gouvernement dans son programme pour le secteur routier et plus précisément pour les voiries urbaines. Je vous ai dit par rapport à l'objet social de l'OVD, ce que l'OVD fait, il s'occupe des voiries urbaines, il s'occupe de la lutte anti-érosive, il s'occupe des drainages. L'OVD gère en tout, pour toute la République, 10 000 km de voirie, avec 8 000 km qui se situent pratiquement dans la ville de Kinshasa. Et les autres, c'est-à-dire, se répartissent entre les 25 provinces,
vous avez la province du Katanga, disons, dans son format initial, qui prend une bonne quantité de ces voiries. Et puis vous avez peut-être des villes comme Kananga, Mujimai. Donc, mais les autres villes sont encore en arrière en termes de kilométrage. Quel est le bilan de M. Toumba à l'OVD? Comme vous le dites, j'étais à l'OVD en 2008 jusqu'à 2012. Je suis reparti. Je suis revenu au mois de juin 2020. Pratiquement, on n'a pas encore atteint une année. Mais ce que nous pouvons retenir, quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé le programme de 100 jours qui était en activité, qui avait comme projet phare les sautes-moutons. Aujourd'hui, depuis que nous sommes là, sur les 6 sautes-moutons que l'OVD avait sous sa gestion, il y a 3 qui sont déjà remis. Il ne reste qu'un seul saute-mouton sur Assanef. Les 2 autres, que nous, quand nous sommes arrivés, nous les avons jugés inopportuns, que ce n'était pas nécessaire. Nous avons fait le report aux autorités qui nous ont compris. Aujourd'hui, nous avons procédé à conciliation des comptes de ces 2 projets de saute-mouton. Donc, il nous en reste 4 que nous avons remis. Et dans le cadre de 100 jours que nous avons trouvés, il y a plusieurs voiries qui ont été réhabilitées dans la ville de Kinshasa. Okay. Donc, les travaux sont pratiquement terminés. Nous pouvons dire, par rapport au programme de 100 jours du chef de l'État, ce qui revenait à l'OVD, il y a au moins 98%, non, disons 80% des travaux qui ont été complètement terminés, achevés et réceptionnés. Et nous avons par exemple tout ce qui a été fait autour de la foire, tout ce qui a été 80%, fait... je m'excuse de vous d'intervenir, 80% sous votre... non, ou avant... Par principe de continuité, c'est un projet que moi j'ai trouvé. Okay. J'ai trouvé, mais je vous dis, c'est que dans mon actif, c'est l'inauguration des 3 sautes-moutons, Mandela, Pompage et Sosimat. Ça, c'est à mon actif. Bien que les travaux ont commencé, vous connaissez ce que ça a posé comme problème, oui. Même jusqu'au niveau de la justice. Oui. Mais quand nous nous sommes arrivés, nous nous sommes impliqués pour que ces 2 projets, parce que c'était ça le projet phare, et qui a été inauguré par le chef de l'État le 31 décembre. Vous êtes en train de suivre, ou vous qui nous suivez aussi à la radio, que nous recevons le directeur général de l'OVD ici à Kinshasa à partir de son cabinet de travail où nous sommes en train d'enregistrer cette émission. Il vient de faire le bilan à son actif. Comme vous parlez, monsieur le directeur général, du projet Tshilé-Gelou, nous avons été hier où le chef de l'État a procédé par le lancement de ce projet Tshilé-Gelou. En quoi consiste ce projet Tshilé-Gelou? Oui, comme son nom l'indique, Tshilé-Gelou signifie en Chiluba exemple, okay. Pilote. Donc le chef de l'État qui est soucieux du développement des infrastructures, dans sa vision, il a voulu mettre en place un programme de réhabilitation des voiries qui est Tshilé-Gelou. Je ne dis pas que c'était fait quand moi j'étais là, j'ai trouvé ces projets. La nouveauté, c'est que quand moi je suis arrivé, j'ai fait une plaidoirie pour que l'OVD soit impliqué dans ce programme de Tshilé-Gelou. Parce que quand moi je suis arrivé, l'OVD était pratiquement mis à l'écart. Et à mon arrivée, l'OVD est entré dans ce programme de Tshilé-Gelou, qui était un programme du chef de l'État, qui a donné des instructions précises au gouvernement. Et avec l'OVD, on a pu monter ce programme. C'est un programme qui va toucher, dans sa première phase, c'est un programme qui concerne toutes les provinces, mais avec des phases. La première phase touche le Kinshasa et les Grands Kasaï. En tout, nous avons 140 km de voiries qui vont être réhabilitées. Et la nouveauté avec Tshilé-Gelou, c'est l'approche qui a été utilisée pour monter ces programmes. C'est une approche de stabilisation qui signifie tout simplement, quand vous regardez la structure de la route, vous avez 3 couches. Vous avez la couche de roulement, vous avez la couche de base et la couche de fondation. Dans l'approche avec Tshilé-Gelou, avec l'approche de stabilisation, il y a une couche qui saute, qui est la couche de base, qui ne va pas être faite comme on le fait d'habitude en 0,31. Mais nous allons le faire
en produits de stabilisation avec la terre qui va constituer la couche de base et avec la couche des fondations en latérite, mais la couche de roulement qui sera de 5 cm. C'est ça la nouveauté dans le projet Tilégelou. Et en plus, le financement. Le financement, c'est PPP, partenariat public-privé. Nous avons une ligne de crédit auprès d'une banque locale, mais le gouvernement, qui est le trésor public, assure la garantie de remboursement. Mais en fait, c'est le gouvernement qui paye, qui ne peut pas mobiliser pour le moment un montant important pour faire face à la réhabilitation des voiries, mais qui assure le remboursement. Donc, en réalité, c'est le trésor public qui finance ces projets. Et nous l'avons fait avec CRECSEC, l'entreprise CRECSEC, et la banque IBEA pour monter ces projets. Aujourd'hui, ce financement est disponible, permet de réhabiliter 40 km de voiries dans la ville de Kinshasa avec éclairage et 100 km de voiries à travers l'espèce Kasaï, à raison de 25 km dans la ville de Mbujimayi et dans les Kasaï oriental, 35 km dans les Kasaï central avec la ville de Kananga. Dans la province de Lomami, nous avons 10 km dans la ville de Kabinda et 5 km dans la ville de Mweneditu. Nous allons dans les Kasaï, la province de Kasaï. Nous avons 15 km à Chikapa. Et nous allons dans les Sankourou, où nous avons 10 km de voirie. Et tout le processus de passation de marché a été respecté parce que nous sommes passés par la direction des contrôles de marché qui nous a donné les avis de non-objection, qui nous a permis de signer les contrats et qui est allé auprès de notre tutelle qui est le maître d'ouvrage, parce que nous sommes le maître d'ouvrage délégué, qui a approuvé. Et nous avons fait aussi un processus pour la désignation de la mission de contrôle, qui a été désignée et pour lequel le VPM a signé l'acte d'approbation qui nous a permis de signer les contrats. Donc, voilà le projet Tilégelou. Mais le projet Tilégelou ne va pas s'arrêter à Kinshasa et dans les Kasaï. Il va s'étendre sur toute la République démocratique du Congo. C'est ainsi que maintenant, nous-mêmes, nous travaillons déjà sur les grands Équateurs et les grands Bandoudes. Nous sommes en train de monter tout le programme Tilégelou pour ces provinces. C'est ce que vous pouvez retenir. C'est la première phase qui prend le Kinshasa. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Nous vous remercions pour avoir éclairé la religion de l'opinion publique katangaise tout entière sur différentes questions que nous vous avons posées. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre là, sur ce plateau, le directeur général de l'Office de voiries et drainage, l'OVD, ici à Kinshasa, où nous nous retrouvons à partir de son cabinet de travail, où il nous a reçus affablement. Jean-Richard Cœur des Lions, Kachita, c'est bien moi. Vous avez les coordonnées téléphoniques affichées au bas de votre écran comme d'habitude. Vous nous appellerez pour un autre numéro. Je crois que ce ne sera pas la dernière fois que le directeur général nous reçoive. Nous vous remercions pour la disponibilité et d'avoir écouté cette émission en toute intégralité. Au prochain numéro. Nous vous remercions, monsieur le directeur général. On va se retrouver au Katanga. Merci bien. Ndugu yangu mina milamukia baatu ya Likasi, mimi nazalika ku Likasi na komea Likasi na kwa kukomela tena Lubumbashi. Donc niko mtu ya kule ku Katanga. Na milamukia sana, aksanti sana. Mu faire confiance na OVD. OVD ni instrument yenu. Mututunge mikono, tutumike ensemble, tu changer physionomie ya mboka yetu. Merci beaucoup. Yeah. Merci, monsieur Jean.